La loi de l'esprit est implacable. Ce que tu penses, tu le crées. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu dis, finit par arriver. Ce que tu crois intérieurement façonne la direction de ta vie. Rien ne commence à l'extérieur, tout commence dans ton interprétation. Les stoïciens avaient compris quelque chose que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Tu ne peux changer ta vie que si tu parviens d'abord à changer ton esprit. Personne ne change une habitude sans changer sa manière de penser. C'est pour cela qu'ils entraînaient leur mental chaque jour. Non pas pour devenir froid, mais pour devenir conscient. Non pas pour réprimer leurs émotions, mais pour éviter que leurs émotions dirigent leurs décisions. Et voici le point que presque personne ne remarque. Ton esprit n'est pas seulement un endroit où les pensées apparaissent. C'est le centre de commande de ta réalité. Celui qui maîtrise l'interprétation maîtrise le sens des choses. Et celui qui maîtrise le sens maîtrise les décisions. Or, des décisions répétées construisent ton chemin. La pensée positive n'est pas une fantaisie naïve. C'est un positionnement mental stratégique. C'est choisir consciemment quelle narration va diriger tes actions. Quand tu changes ton récit intérieur, quelque chose de puissant se produit. Ton esprit réagit différemment. Ta posture change. Ton énergie se réorganise. Tu commences à agir avec plus de fermeté, et le monde répond à ta nouvelle attitude. Les miracles ne surgissent pas de nulle part. Ils apparaissent lorsqu'un esprit entraîné commence à voir des possibilités là où, auparavant, il ne voyait que des limites. Chaque fois que tu comprends ta puissance mentale, tu gagnes de l'autorité sur ta vie. Tu cesses de réagir automatiquement et tu commences à agir volontairement. Tu arrêtes d'attendre la motivation, et tu commences à créer une direction. Et lorsque la direction remplace le doute, ta réalité commence à bouger. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment transformer ta pensée en une force pratique. Pas avec des illusions, mais avec une conscience entraînée. Car quand tu apprends à gouverner ton esprit, tu arrêtes de demander que la vie change, et tu commences à la conduire. Numéro 1. Tu ne changes pas ta vie avant de changer ton esprit. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Parfois, tu as l'impression de faire des efforts, d'essayer de changer, de te fixer de nouveaux objectifs. Et pourtant ta vie continue de tourner au même endroit. Ce n'est pas un manque de capacité. Ce n'est pas un manque de chance. C'est un problème de terrain mental. L'esprit est le sol. La vie est ce qui pousse dedans. Si ce sol est contaminé par la peur, l'insécurité et l'autosabotage, planter de nouveaux objectifs ne sert à rien. Ils ne prospèrent pas. Tu peux même commencer avec enthousiasme. Mais au moment d'une décision difficile, quelque chose, au fond de toi, te sabote. Quelque chose te ramène vers l'ancien schéma, vers l'ancien comportement. Pardonne-moi ma franchise, mais tu vis exactement la vie que tu veux vivre. Exactement. Avec tout le bon, tout le mauvais, tes réussites et tes défaites. Comment est-ce possible? Parce que rien n'arrive autour de toi si cela ne commence pas d'abord dans ton esprit. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas le destin. C'est un schéma. Le psychologue cognitif Aaron Beck a démontré que les pensées automatiques façonnent les émotions. Les émotions façonnent les décisions. Les décisions façonnent les résultats. Tu ne crées pas ta réalité comme par magie. Tu crées un comportement, et le comportement, issu de ton esprit, crée des conséquences. C'est là que se trouve le vrai pouvoir. Quand tu penses, ça tourne toujours mal pour moi, ton cerveau passe en mode défensif. Il réduit l'initiative, évite le risque, libère moins d'énergie. Tu commences à agir comme quelqu'un qui s'attend déjà à perdre. Mais quand tu penses, je peux apprendre de ça, ton cerveau active la recherche de solutions, la concentration et la persévérance. Ta posture change. Et quand la posture change, les décisions changent avec elle. Tu as tendance à vivre ce que tu répètes mentalement. Si tu vis en anticipant l'échec, tu agis avec peur. Si tu vis en imaginant la croissance, tu agis avec courage. Et c'est l'action, pas l'intention, qui fait bouger le monde. Ce n'est pas de la pensée positive vide. C'est une direction comportementale soutenue. Ton cerveau libère des substances chimiques différentes selon les pensées que tu nourris. Des pensées répétées créent des états émotionnels répétés. Des états répétés construisent des traits de personnalité, et la personnalité produit un destin comportemental. C'est de la neuroscience. C'est de la psychologie cognitive. C'est du stoïcisme appliqué. Chaque jour, deux forces se disputent une place dans ton cerveau. Et ce que tu pratiques mentalement, c'est ce que tu deviens. Chaque jour. Ce que tu entraînes et ce que tu renforces. Si tu passes ta journée à te dire « je ne veux pas échouer », ton attention reste sur l'échec. Mais si tu commences à te dire « je suis en train de construire mes compétences », ton attention change, et l'attention dirige l'action. Épictète disait déjà « ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles ». Quand tu changes ton jugement, tu deviens capable de changer tes réactions.
Quand tu changes ta réaction, le résultat peut changer. Et lorsque les résultats commencent à changer, ton histoire cesse d'être une simple répétition. Voilà comment la pensée peut créer un miracle. Non pas parce qu'elle plie la réalité, mais parce qu'elle réorganise ta posture face à elle. Alors je te pose une question. Est-ce que tu passes plus de temps à nourrir tes peurs, ou à entraîner tes possibilités? La loi de la foi est implacable, elle amplifie ce que tu pratiques. Si tu pratiques l'insécurité, elle grandit. Si tu pratiques le courage, il se renforce. Et tout commence dans l'interprétation. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision simple, mais puissante. Arrêter de répéter mentalement ce qui t'affaiblit, et commencer à entraîner ce qui t'élève. Écris dans les commentaires, je change mon esprit, je change ma vie. Car quand tu changes ta manière de penser, tu ne modifies pas l'univers, tu modifies ta trajectoire. Et une trajectoire maintenue dans le temps construit le caractère, la vertu, et le destin. Numéro 2. L'identité que tu déclares devient ta limite. Tu n'agis pas selon ce que tu désires. Tu agis selon ce que tu crois être. Voilà le point essentiel. Tu peux vouloir le succès, la confiance, la reconnaissance, mais si, au fond de toi, ton identité est celle de quelqu'un d'insécure, d'insuffisant, ou pas aussi bon que les autres, alors tes décisions respecteront toujours cette limite invisible. Le désir ne construit pas le destin. L'identité, oui. Quand tu répètes intérieurement, c'est trop difficile pour moi. Je n'ai jamais été bon dans ça. Je n'ai pas ce que les autres ont. Tu ne fais pas que te plaindre ou te défouler. Tu es en train de fixer un plafond. Et ton esprit va respecter ce plafond que tu viens de déclarer. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la cohérence interne. Le cerveau cherche constamment à maintenir une cohérence entre ce que tu crois et la manière dont tu agis. Si ton identité est fragile, ton comportement sera prudent. Si ton identité est limitée, tes décisions seront petites. Tu ne dépasses jamais longtemps l'image que tu as de toi-même. Réfléchis-y avec une honnêteté brutale. Quand tu te compares, ce que tu dis implicitement, c'est « je suis en retard ». Je ne suis pas assez. Je dois être quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Et chaque comparaison renforce cette narration. William James a écrit que l'être humain peut changer sa vie en changeant ses attitudes mentales. Aujourd'hui, grâce à la neuroplasticité, nous savons que les pensées répétées renforcent certains circuits neuronaux. Le cerveau automatise ce que tu pratiques. Tu deviens fluide dans ce que tu répètes. Si tu répètes l'autocritique, tu deviens expert pour te rabaisser. Si tu répètes la croissance, tu construis une autorité intérieure. Et voici le retournement que peu comprennent, il ne s'agit pas de te mentir devant un miroir en disant « je suis incroyable ». Il s'agit plutôt d'arrêter de renforcer la version la plus faible de toi-même. Chaque fois que tu penses « je suis comme ça », tu signes un contrat avec ton passé. Pourtant, l'identité n'est pas une condamnation. C'est une pratique accumulée. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Pour eux, le caractère n'était pas quelque chose de fixe. C'était quelque chose qui se cultivait. Le jugement s'entraîne. L'interprétation s'entraîne. La posture s'entraîne. Et ce qui s'entraîne peut s'élever. Quand tu commences à déclarer « je suis en construction »,« je peux apprendre »,« je peux m'améliorer », ton corps répond différemment. Ta posture change. Ton énergie se réorganise. Tes décisions deviennent plus solides. Non pas parce que tu es devenu une autre personne du jour au lendemain, mais parce que tu as commencé à agir selon une identité plus grande. Le miracle, ce n'est pas que l'impossible se produise. Le miracle, c'est une cohérence intérieure alignée avec la croissance. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau. Tu dois simplement arrêter de te définir à travers tes anciennes versions. Aujourd'hui, arrête-toi quelques secondes et observe tes déclarations internes. Pas les dramatiques. Pas celles que tu dis à voix haute. Mais celles qui sont automatiques. Rapides. Celles qui surgissent sans que tu t'en rendes compte. Car toute transformation commence exactement au moment où tu décides que tu ne vas plus porter une identité qui te diminue. Ce n'est pas une question de devenir une autre personne. C'est une question de mettre fin à un contrat mental avec la version de toi qui te limite. Fais de ce moment un repère. Pas comme un simple commentaire, mais comme une déclaration publique de posture. Écris, je choisis de grandir au-delà de mon identité. Non pas pour prouver quelque chose à qui que ce soit, mais pour marquer le moment où tu décides de ne plus te définir par ce que tu as été. Car ce que tu déclares avec conviction n'est pas seulement une phrase, c'est une direction. Et une direction, maintenue avec conscience, devient soit une limite, soit un nouveau niveau. Numéro 3. Mets-le en pratique, doute, critique, détermine. Sais-tu quelle est la plus grande erreur de quelqu'un qui est prisonnier d'un problème émotionnel? Ce n'est pas la douleur. C'est la croyance que sortir de cet état est impossible.
La douleur ne paralyse pas autant que la conviction que cela ne passera jamais. La personne anxieuse ne souffre pas seulement de l'anxiété. Elle souffre parce qu'elle croit qu'elle ne se calmera jamais. La personne dépressive ne souffre pas seulement de tristesse. Elle souffre parce qu'elle croit qu'elle ne s'améliorera jamais. La personne timide ne souffre pas seulement de sa timidité. Elle souffre parce qu'elle croit être née limitée. Et lorsque l'esprit décide que changer est impossible, il éteint l'effort. Voilà le véritable blocage. Albert Ellis, créateur de la thérapie rationnelle émotive, a démontré que ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, mais les croyances rigides que nous construisons à propos d'eux. Ce n'est pas le fait qui t'écrase. C'est ton interprétation absolutiste du fait. Tu n'es pas vaincu par l'erreur. Tu es vaincu par l'histoire que tu te racontes après cette erreur. Et c'est ici qu'intervient un système simple, mais suffisamment puissant pour briser ce cycle. Doute, critique, détermine. Rendons cela concret. Tu es timide et tu veux apprendre l'anglais. Tu passes devant une école et tu penses, je ne peux pas. Je suis trop timide. Je ne réussirai jamais à tenir une conversation. Tu vois? Avant même d'agir, tu as déjà déclaré ta défaite. Alors voici le premier pas, doute. Demande-toi, pourquoi exactement je ne pourrais pas? Est-ce que la timidité empêche réellement quelqu'un d'apprendre une langue, ou est-ce qu'elle rend simplement le début inconfortable? Le doute affaiblit la certitude négative. Il crée un espace entre toi et cette pensée. Le cerveau fabrique des récits automatiques pour maintenir une cohérence interne. Mais la cohérence ne signifie pas la vérité, elle signifie la répétition. Quand tu doutes, tu brises la continuité de la narration. Deuxième étape, critique. D'où vient cette idée? Qui a décidé que seuls les extravertis apprennent? Combien de personnes timides parlent anglais aujourd'hui? Critiquer, c'est descendre cette pensée de son piédestal. Elle cesse d'être une vérité absolue et devient une hypothèse que tu peux examiner. Ce n'est pas de la motivation. C'est de la restructuration cognitive. Troisième étape, détermine. Maintenant, tu déclares autre chose, je peux ressentir de l'inconfort et agir quand même. Je peux commencer petit. Je n'ai pas besoin de me sentir prêt pour faire le premier pas. Déterminer ne veut pas dire nier la peur. Cela signifie retirer à la peur le droit de décider à ta place. Et quand tu agis différemment, tu crées une expérience différente. Une expérience différente produit une preuve. La preuve produit une nouvelle croyance. Et la nouvelle croyance construit une nouvelle identité. Voilà comment se produit le miracle. Non pas parce que l'univers a changé, mais parce que tu as interrompu le schéma automatique qui te maintenait au même endroit. La peur peut encore être présente, mais désormais elle ne gouverne plus. C'est toi qui gouvernes. Épictète enseignait, dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce qui doit être fait. La pensée négative n'a pas besoin d'être combattue dans la panique. Elle a besoin d'être examinée avec fermeté. Tu n'es pas la première pensée qui apparaît. Tu es le juge qui décide si elle reste. Chaque fois que tu appliques ce processus, douter, critiquer, déterminer, tu renforces ton autonomie mentale. Tu cesses d'être l'otage de la première interprétation automatique, et tu commences à devenir le stratège de ton propre esprit. Écris dans les commentaires, je commande mon esprit. Car tout changement extérieur commence au moment exact où tu interromps le dialogue intérieur qui te limite et où tu reprends le contrôle de ton propre récit. Numéro 4. Nettoie ton énergie, ta bouche est l'amplificateur de ton esprit. Ta vie n'est pas sabotée par ce que tu penses en silence. Elle est sabotée par ce que tu répètes à voix haute. Les mots ne sont pas de simples sons dispersés dans l'air. Ce sont des renforcements cognitifs. Chaque fois que tu verbalises quelque chose, tu renforces le circuit mental correspondant. Peu importe que ce soit juste un commentaire, juste une plainte, ou juste un moment pour te défouler. Le cerveau ne classe pas cela comme du drame. Il le classe comme une instruction. Tu dis, je veux grandir. Mais tu répètes, c'est trop difficile. Rien ne me réussit. Je n'ai pas de chance. Ce n'est pas d'une simple contradiction émotionnelle. C'est une incohérence structurelle. De la même bouche sortent des phrases de force et des phrases de faiblesse. Et lorsque tu mélanges les deux, tu crées du bruit. C'est comme essayer d'avancer en appuyant sur l'accélérateur tout en gardant le frein partiellement enfoncé. L'effort augmente, mais le mouvement ne change pas. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu es épuisé. L'esprit enregistre tout. Non pas parce qu'il existe une force mystique dans l'air, mais parce que le langage façonne la perception, et la perception dirige le comportement. La neuroscience appelle cela le biais de confirmation. Tu remarques plus facilement ce qui confirme ton récit intérieur. Si tu passes la journée à te plaindre, ton cerveau entre en mode pénurie. Si tu passes la journée à déclarer ton incapacité, ton esprit réduit l'effort avant même d'essayer. Tu commences à voir le monde selon le vocabulaire que tu pratiques.
Les mots sont des commandes neurologiques. Non pas parce qu'ils créent une réalité magique, mais parce qu'ils organisent ton attention. Et l'attention dirige ton énergie comportementale. Imagine maintenant une autre posture. Tu fais face à un problème et tu dis, c'est un défi, mais je peux apprendre de cela. Le problème disparaît-il? Non. Mais ta posture change. Ton système nerveux n'entre pas en panique. Ton énergie ne s'effondre pas. Ton action ne diminue pas. Et un comportement différent produit une conséquence différente. Voilà ce que signifie nettoyer ton énergie. Ce n'est pas élever ta vibration. C'est éliminer le bruit cognitif. La plainte répétée n'est pas seulement une expression émotionnelle. C'est un entraînement à la focalisation négative. Observe ton vocabulaire avec une honnêteté brutale. Parles-tu davantage de ce qui manque ou de ce que tu peux construire? Davantage d'injustice ou de responsabilité? Davantage de malchance ou de compétence? Si ta bouche répète la défaite, ton esprit répète la défaite. Si ta bouche commence à répéter le progrès, ton esprit répète le progrès. Il ne s'agit pas de feindre le bonheur. Il s'agit d'arrêter de déclarer faillite avant même que la bataille ne commence. Marc Aurèle écrivait pour organiser son esprit avant que celui-ci ne s'organise contre lui. Il comprenait qu'une pensée sans discipline devient une narration chaotique. Et une narration chaotique produit un comportement désorganisé. Aujourd'hui, tu peux faire une expérience simple et puissante. Pendant une seule journée, élimine les phrases auto-saboteuses. Ne supprime pas tes émotions. Réorganise ton langage. Au lieu de dire « ça va me détruire », dis « je vais faire face à cela ». Au lieu de dire « je ne suis pas bon dans ça », dis « je suis encore en train d'apprendre ». De petites corrections répétées ne semblent pas révolutionnaires. Pourtant, la répétition construit un schéma. Et le schéma construit une nouvelle identité plus ferme, plus centrée. Un esprit organisé commence par la discipline de la parole. Ce que tu déclares n'est pas un simple son. C'est un commandement intérieur. Alors commence ici. Écris, ma parole construit. Non pas comme une motivation passagère, mais comme un principe. Car ce que tu déclares chaque jour ne reste pas suspendu dans l'air. Cela reste en toi. Et cela commence à façonner exactement le type de personne que tu deviens. Numéro 5. Deviens déterminé, ramène le futur dans le présent. Rêver est confortable. Décider est inconfortable. Et c'est précisément pour cela que la majorité reste bloquée dans le simple désir. Vouloir ne change rien. S'engager change tout. Tu peux dire, ce serait incroyable si cela arrivait. Mais tant que cela reste seulement une hypothèse agréable, ta vie ne bouge pas. Le destin ne répond pas au désir. Il répond à la décision maintenue dans le temps. La détermination commence lorsque le futur cesse d'être un divertissement mental et devient une responsabilité personnelle. Comprends maintenant quelque chose de profondément transformateur. Tu te souviens du passé avec des détails, des odeurs, des scènes, des voix. Ton cerveau enregistre. Mais tu possèdes aussi une capacité encore plus puissante, anticiper émotionnellement le futur. Le psychologue Daniel Gilbert explique que le cerveau humain est spécialisé dans la simulation de scénarios futurs. Il appelle cela la prospection. Quand tu imagines quelque chose avec clarté, ton cerveau active partiellement les mêmes circuits que ceux impliqués dans l'expérience réelle. Il ne distingue pas parfaitement ce qui est en train de se produire dans ta vie de ce qui est intensément répété dans ton esprit. Cela signifie que tu peux entraîner mentalement ta prochaine version de toi-même avant même de la vivre. Tu peux t'imaginer parlant anglais avec assurance. Tu peux t'imaginer assumant un rôle de leadership. Tu peux t'imaginer vivant une relation plus mature. Tu peux t'imaginer répondant avec calme quand quelqu'un essaie de te provoquer. Mais voici le point que peu comprennent. L'imagination ne change pas la vie. La direction, oui. La visualisation seule devient une fantaisie. Mais la visualisation combinée à l'action devient une stratégie. La neuroscience montre que le cerveau répond mieux lorsque tu utilises ce qu'on appelle le contraste mental. Tu visualises d'abord la réussite, puis tu identifies l'obstacle concret. Autrement dit, tu imagines le résultat, puis tu demandes « Que dois-je faire aujourd'hui ?» C'est ici que naît la détermination. La détermination n'est pas une intensité émotionnelle. C'est la constance quand l'enthousiasme disparaît. C'est te lever le jour où tu n'as aucune motivation, et respecter malgré tout l'engagement que tu as pris envers toi-même. C'est payer le prix quand personne n'applaudit. Épictète enseignait, dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce qui doit être fait. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations. Il s'agit d'aligner ton identité avec ton exécution. Tu veux apprendre l'anglais? Inscris-toi. Tu veux changer ton corps? Entraîne-toi aujourd'hui. Tu veux changer de vie? Fais le premier pas avant que ton esprit recommence à négocier. Car le futur n'est pas quelque chose qui arrive.
C'est quelque chose que tu construis par la répétition quotidienne. Et lorsque tu commences à agir comme quelqu'un de réellement engagé, quelque chose change à l'intérieur. Tu arrêtes d'attendre un miracle, et tu commences à produire des conséquences. Le miracle, ce n'est pas l'impossible qui se produit. Le miracle, c'est la somme silencieuse de décisions cohérentes. Le futur ne vient pas vers toi. C'est toi qui marches vers lui. Et lorsque tu avances chaque jour, même lentement, l'improbable commence à devenir inévitable. La détermination, ce n'est pas attendre de ressentir la certitude. C'est agir jusqu'à ce que la certitude soit construite. Numéro 6. Être confiant dépend uniquement de toi. La confiance n'est pas quelque chose que le monde t'accorde. C'est quelque chose que tu t'autorises à l'intérieur de toi. La majorité des gens traitent la confiance comme une récompense. Ils attendent des applaudissements pour se sentir capables, ils attendent des compliments pour agir, ils attendent de la reconnaissance pour croire en eux. Mais tout ce qui dépend des applaudissements est instable. Si ta confiance grandit grâce à l'approbation, elle meurt aussi sous la critique. Et ça, ce n'est pas de la confiance, c'est une dépendance émotionnelle déguisée. La vraie confiance ne naît pas dans le regard des autres. Elle naît de la cohérence entre ce que tu te promets et ce que tu accomplis pour toi-même. Si tu as besoin que quelqu'un valide ce que tu fais, c'est parce que tu ne l'as pas encore validé intérieurement. Et voici le point le plus puissant. La confiance n'est pas la certitude de réussir. C'est la tolérance à l'erreur. La neuroscience appelle cela l'auto-efficacité. La croyance que tu es capable d'exécuter les actions nécessaires pour gérer les situations futures. Les études montrent que les personnes ayant une forte auto-efficacité persévèrent davantage, affrontent mieux les défis et se relèvent plus vite. Non pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles croient qu'elles peuvent apprendre. La confiance, ce n'est pas penser « je n'échoue jamais ». La confiance, c'est penser « je sais m'ajuster ». Et cette différence change tout. Imagine la confiance comme un muscle. Si tu n'agis que lorsque tu reçois une stimulation extérieure, ce muscle s'atrophie. Mais quand tu agis malgré le doute, malgré la peur, et que tu te prouves à toi-même que tu peux traverser l'inconfort, ce muscle grandit. C'est pour cela qu'un stoïcien construit sa confiance dans le silence intérieur, pas sur une scène. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu attends que quelqu'un te déclare capable? Ou as-tu déjà décidé d'agir comme quelqu'un qu'il est? Marc Aurèle écrivait, « Regarde en toi. C'est en toi que se trouve la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse, si tu creuses. » Creuser signifie responsabilité. Cela signifie agir même quand personne ne garantit le résultat. Cela signifie continuer même quand personne ne croit en toi. Tu ne fais pas tout parfaitement. Personne ne peut être excellent dans tout. Mais certaines choses, tu les fais avec compétence. Et cela, c'est déjà une preuve. La confiance commence quand tu arrêtes d'ignorer tes propres preuves. Elle naît petit à petit, quand tu tiens une promesse faite à toi-même, quand tu termines ce que tu as commencé, quand tu affrontes ce que tu repousses depuis longtemps. Chaque action accomplie envoie un message intérieur. Je peux compter sur moi. Et rien n'est plus puissant que cela. Quand tu changes ton dialogue intérieur, ta posture change. Quand ta posture change, tes décisions changent. Et quand tes décisions changent, tes résultats changent inévitablement. Non pas parce que le monde a décidé de te respecter, mais parce que tu as cessé d'agir comme quelqu'un qui a besoin d'être autorisé. La confiance n'est pas quelque chose qu'on te donne. C'est quelque chose que tu portes et que tu maintiens. À partir d'aujourd'hui, n'attends plus la validation. Construis des preuves. Décide de faire confiance à ta capacité d'agir. Abandonne le besoin d'approbation. Agis comme un stoïcien. Construis chaque jour ta valeur intérieure, fondée sur la vertu et le caractère. Et comprends ceci avec une clarté absolue. Quand tu apprends à avoir confiance en toi, le monde est obligé d'avoir confiance en toi. Tu cesses d'être un juge, et tu deviens une conséquence. Numéro 7. L'échec est une opportunité de recommencer, avec plus d'intelligence et une volonté doublée. L'échec n'est pas ce qui te détruit. Ce qui te détruit, c'est le sens que tu décides de lui donner. Deux personnes commettent exactement la même erreur. L'une en ressort diminuée, l'autre en ressort plus lucide. L'événement est identique, mais l'interprétation est opposée. Et l'interprétation crée un destin comportemental. Quand tu transformes un échec en preuve d'incapacité, ton énergie diminue. Ta posture se referme. Ton esprit commence à éviter le risque. Tu agis comme quelqu'un qui cherche à se protéger, au lieu d'agir comme quelqu'un qui doit évoluer. Mais quand tu interprètes l'erreur comme un ajustement de trajectoire, quelque chose change immédiatement. Ton esprit sort du mode défense et entre en mode analyse. Ce n'est pas une romantisation. C'est une stratégie mentale. Thomas Edison a été interrogé sur ses innombrables tentatives avant que l'ampoule ne fonctionne enfin. Il a répondu : « Je n'ai pas échoué. J'ai découvert 1000 façons qui ne fonctionnent pas.
Cette phrase ne parle pas d'optimisme. Elle parle de repositionnement cognitif. La psychologie moderne appelle cela une mentalité de croissance. Les personnes avec une mentalité fixe voient l'erreur comme un verdict. Les personnes avec une mentalité de croissance voient l'erreur comme une information. Et l'information n'humilie pas. L'information instruit. L'échec n'est pas une condamnation. C'est un retour brut, une donnée pure. Applique maintenant cela à ta propre vie. Tu essaies quelque chose et ça ne marche pas. Ton esprit peut déclarer « Je ne suis pas bon dans ça ». Ou il peut demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ? Où puis-je m'améliorer ?» La première réponse réduit ton identité. La seconde élargit ta capacité. L'erreur ne diminue pas ta valeur. Elle révèle simplement ce que tu dois ajuster. Épictète disait que les difficultés révèlent qui nous sommes. Mais elles font plus que cela, elles montrent aussi où nous devons encore grandir. Et voici la partie que beaucoup évitent d'entendre. L'échec fait mal, et il doit faire mal. La douleur est le système d'apprentissage le plus efficace qui existe. Ton cerveau enregistre beaucoup plus fortement ce qui a provoqué de l'inconfort que ce qui a été facile. Un échec bien interprété augmente ton intelligence pratique. Un échec mal interprété augmente ta peur. Et une peur répétée devient un schéma. Tu peux sortir d'une chute en disant « Cela prouve que je ne suis pas capable ». Ou tu peux en sortir en disant « Maintenant, je sais quelque chose que je ne savais pas hier ». Recommencer avec une volonté doublée ne signifie pas nier l'erreur. Cela signifie utiliser l'erreur comme carburant. C'est regarder la chute et affirmer « Cela ne me définit pas. Cela m'enseigne ». La plupart des gens essaient une fois. Ceux qui construisent quelque chose de solide ajustent, affinent, reviennent et insistent avec plus de clarté. Le miracle, ce n'est pas de ne jamais tomber. Le miracle, c'est de développer la capacité de transformer chaque chute en marche. Aujourd'hui, repense à un échec récent et demande-toi. Qu'est-ce que cela m'a appris que le succès ne m'aurait jamais appris? Quand tu apprends à interpréter l'échec comme un outil, il cesse d'être un obstacle et devient une accélération. Et c'est ainsi que des personnes ordinaires construisent des résultats extraordinaires. Numéro 8. La force de ta pensée. La pensée peut te libérer, ou elle peut t'enfermer. Ton esprit n'est pas un simple détail de ta vie. C'est le centre de commande. Et un centre de commande que tu n'opères pas finit par se transformer en sabotage. La pensée n'est jamais neutre. Elle n'est jamais juste en train de passer. Soit elle construit un élan, soit elle fabrique une excuse. Il n'existe pas de juste milieu, parce qu'une neutralité mentale prolongée finit toujours par devenir de la stagnation. Il y a dans le monde énormément de talents à l'arrêt, énormément de potentiel repoussé, énormément de rêves rangés dans un tiroir. Et ce n'est presque jamais un manque de capacité. C'est un excès de permission accordée à de petites pensées. L'esprit dit, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas prêt. C'est trop grand. Et si la personne ne questionne pas, elle obéit. La prison ne commence pas avec des barreaux. Elle commence avec une cohérence interne. Au moment où tu penses, ce n'est pas pour moi, et que tu ne remets pas cette pensée en question, tu réduis ton propre territoire. La psychologie appelle cela la fusion cognitive. Quand tu te fusionnes avec une pensée comme si elle était une vérité absolue. Mais une pensée n'est pas un fait. C'est une interprétation en mouvement. Marc Aurèle écrivait que notre vie est façonnée par nos pensées. Il ne parlait pas de positivité superficielle. Il parlait de discipline mentale. Si ta pensée te dit « reste petit », tu peux répondre « je choisis de m'élargir ». Si elle te dit « ne prends pas de risques », tu peux répondre « je grandis en essayant ». Ce n'est pas de l'auto-illusion. C'est un commandement conscient. Une pensée alignée avec une décision change le comportement. Et un comportement répété change le destin. Déterminer, ce n'est pas fantasmer sur le succès. C'est assumer une direction. Je vais agir. Je vais apprendre. Je vais insister. Et ensuite tu agis, même dans l'inconfort. Quand tu prends des décisions claires et répétées, tu actives des circuits dans le cortex préfrontal liés à la concentration et à l'exécution. Une pensée orientée augmente ta capacité et augmente la probabilité d'une action constante. Ce n'est pas une énergie invisible. C'est de la neurobiologie appliquée. Imagine ton esprit comme une équipe. Si cette équipe joue contre toi, chaque défi devient une menace. Mais si elle joue pour toi, chaque défi devient un entraînement. Entraîner ton esprit exige une posture active. Remets en question la pensée qui te réduit. Rejette la narration qui t'affaiblit. Déclare la direction que tu choisis de suivre. Rien ne commence à l'extérieur. Tout commence dans l'interprétation. Quand tu changes ta pensée, ta posture change. Quand ta posture change, ton action change. Quand ton action change, ta trajectoire change. Tu n'es pas prisonnier de tes circonstances.
Tu es prisonnier de la version de l'histoire que tu as accepté de croire. Et cette version peut être réécrite. Ton esprit n'a pas besoin de rêves grandioses pour changer ta vie. Il a besoin de précision. Il a besoin de constance. Il a besoin d'une décision soutenue. Penser en ta faveur n'est pas une fantaisie optimiste. C'est une discipline cognitive. Tu ne transformes pas ton futur en imaginant des résultats extraordinaires. Tu transformes ton futur quand tu arrêtes de nourrir les pensées qui sabotent ta propre capacité. Ce que tu maintiens mentalement devient un critère, et ce critère définit ta vie. La décision répétée devient un schéma. Et le schéma définit qui tu es. Alors traite ta pensée comme un commandement intérieur. Écris dans les commentaires, je commande mon esprit. Non pas comme une simple émotion passagère, mais comme une déclaration d'autorité. Car au moment où tu prends le contrôle de ton interprétation, tu cesses d'être dirigé par tes impulsions, par ta peur ou par une ancienne narration. Quelque chose change d'axe. Tu arrêtes d'attendre la confiance pour agir. Tu arrêtes de demander la permission de grandir. Tu arrêtes de négocier avec la version de toi qui te diminue. Tu n'as pas besoin que le décor s'améliore. Tu améliores la façon dont tu entres dans ce décor. Et quand cela arrive, le monde peut rester le même, mais toi, tu ne l'es plus. Et ça change tout. Si cette vidéo t'a parlé, mets un like, commente et partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de ce changement de perspective. Merci d'avoir regardé.